Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'association Einstein. Chose promise, chose due, nous allons ici traiter des autres motifs les plus fréquemment invoqués par l'aide sociale à l'enfance pour motiver la décision de placement ou d'AEMO. Ces motifs sont la mère fusionnelle, le syndrome de Munchausen par procuration et l'absence de toute collaboration des parents dans le travail. Vous verrez qu'étrangement, il concerne principalement les mères de famille, les femmes. Je ne saurais d'ailleurs trop vous conseiller à ce titre de visionner l'excellent documentaire de la réalisatrice Sophie Robert, qui s'intitule La maternophobie. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. La mère fusionnelle donc. Une fois de plus, je n'ai pas trouvé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de définition claire et précise de ce que peut être une mère fusionnelle. Pour l'aide sociale à l'enfance, une mère protectrice, une mère complice, une mère proche de ses enfants, ce serait une mère fusionnelle, et être une mère fusionnelle, ce serait un danger ou un risque de danger pour l'enfant. Là encore, il semble y avoir confusion dans les termes. Déjà, pour un développement psycho-affectif sécure de l'enfant, la fusion entre l'enfant et sa mère est non seulement normale, mais elle est fortement préconisée. La relation fusionnelle mère-enfant n'a donc en soi rien de dangereux, au contraire. Toutefois, les différentes littératures que j'ai pu trouver sur le sujet décrivent un caractère toxique pour l'enfant quand cette relation est poussée à l'extrême, c'est-à-dire quand la mère évince tout concurrent potentiel à la relation qu'elle a avec son enfant. L'enfant vit alors dans l'ombre de sa mère, il est comme dépossédé de lui-même. Il s'agit dans ce cas de mère possessive, extrêmement possessive, et cette possessivité est pathologique et destructrice. Ça, c'est grave, oui, ça, c'est dangereux pour l'enfant. Mais ça ne concerne quand même pas toutes les mamans. Je n'ai pas de statistiques sur la question, mais je crois raisonnable de penser qu'une telle possessivité doit être assez rare. Outre la confusion dans les termes, faute de définition claire de cette notion, on notera tout de même l'hypocrisie du système. L'ASE décrète sans autre formalité qu'être une mère fusionnelle, c'est un danger. Et malgré le fait que ce soit un danger, cette maman soi-disant fusionnelle ne risque absolument rien. La non-présentation d'enfants est un délit. On risque une peine d'emprisonnement pour ça, quel que soit le motif de non-présentation. Si une maman ne présente pas son enfant au papa, ou inversement d'ailleurs, pour le protéger, parce que l'autre parent est néfaste pour l'enfant, eh bien, la personne qui protège l'enfant risque quand même une peine d'emprisonnement pour non-présentation. N'empêche que dans le cas de la mère dite fusionnelle, qui paraît que c'est très très grave, enfin dans certains cas ça l'est effectivement, mais dans certains cas seulement, bah là non, on placera juste l'enfant, ou même on ne le placera pas, il y aura juste une AEMO, mais la mère qui aura quand même tenu, je dirais, son enfant sous son emprise, elle risquera absolument rien. De même, le syndrome de Munchausen par procuration. Souvent, dans les cas d'enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement, l'aide sociale à l'enfance dénie le diagnostic, quand il y en a un. Et quand il n'y en a pas, si la mère, encore elle, a le malheur de le demander, l'aide sociale à l'enfance la taxe de syndrome de Munchausen par procuration. Alors cette fois, il existe une définition claire et précise de ce syndrome qui existe vraiment. Il s'agit, je cite, d'un trouble factice par lequel une personne, généralement la mère, provoque ou simule chez l'enfant une pathologie organique, puis fait appel au médecin, avec pour conséquence de le soumettre à des explorations, à des traitements inutiles, voire dangereux. De plus, ces mères
pour atteindre leur objectif, utilisent deux méthodes principales, les intoxications de toutes sortes et les suffocations. Encore une fois, rien à voir avec une suspicion de trouble du neurodéveloppement. Une mère qui demande à ce que son enfant soit diagnostiqué et qui suppose pour différentes raisons qu'il est porteur d'un trouble du neurodéveloppement, voilà à quoi on l'assimile. D'autant que statistiquement, il s'agit d'un syndrome extrêmement rare. Et là, encore une fois, non seulement c'est grave et dangereux, mais ça dérange personne. Le parent incriminé de ce syndrome, en l'occurrence la mère, ne risque absolument rien, aucune poursuite. Cela dit, ça vaut peut-être mieux au vu des abus consternants de l'aide sociale à l'enfance qui utilise ce terme à tout bout de champ. Pourtant, depuis 2020, il existe un référentiel des bonnes pratiques pour l'évaluation des mineurs en danger. Et ce référentiel est d'ailleurs inscrit dans la loi depuis février 2022. Il aura fallu 2 ans. Il est inscrit dans la loi par l'article 226.3 du Code de l'action sociale et des familles, qui dit ceci: l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée au regard du référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant, fixé par décret après avis de la Haute Autorité de Santé par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. Bien, il est donc déclaré dans la loi que les professionnels sont formés. D'ailleurs, ces formations existent bel et bien. Elles sont dispensées par l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette école, dont le site central est à Roubaix, dispose de 11 autres annexes pour toute la France et les DOM-TOM, soit 12 centres en tout et pour tout. Pour 2024, par exemple, la formation qui vise à s'approprier ce fameux référentiel qui fait plus de 150 pages ne dure que quelques heures, déjà, et se déroule dans 4 centres seulement, pour un nombre de places entre 15 et 25 par session, soit une session par centre, une session par centre, mais tout en sachant qu'il n'y a que 4 centres qui la proposent, ce qui fait environ une centaine de places pour l'année. Et ces formations en plus, qui ne sont pas assez nombreuses, sont dispensées uniquement sur la base du volontariat. C'est-à-dire que ces formations, elles sont là, oui, certes, mais si personne n'a envie de s'inscrire et d'en bénéficier, c'est pareil. Autrement dit, non seulement ces formations, elles sont succinctes, quelques heures par-ci par-là, c'est pas suffisant, et en plus elles sont pas en nombre suffisant pour tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfance en danger. Et en plus, elles sont pas obligatoires. Quid du vidage de l'océan, avec une petite cuillère. D'ailleurs, sur son site, l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse semble elle-même déplorer cette situation. Je cite: « Par ces outils, l'ENPJJ entend être plus réactive aux besoins de formation, tant de l'institution que des agents, en développant notamment une offre de formation complémentaire tout au long de l'année. L'ENPJJ entend également développer une information plus efficace sur la tenue de nos stages, en développant des messages via le site sur les places disponibles, ainsi que sur les annulations ou les reports de stage. » Oui, parce qu'en plus, il y a des annulations. « Nous espérons, je cite toujours, que ce site d'information sera résiduel, ce qui sera la preuve que nous avons, vous et nous, lutté efficacement contre l'absentéisme en formation. » Donc non seulement il n'y a pas assez de place pour tout le monde, mais en plus ceux qui s'inscrivent, ils ne vont même pas. Vous aurez le lien de cette école dans la description de la vidéo.
Enfin, le défaut de coopération des parents. Face aux méthodes peu orthodoxes de l'ASE, motif d'intervention fantasque, à tout le moins exagéré, non-respect des procédures, etc., il est aisé de comprendre que les parents qui n'ont aucun moyen de se défendre s'opposent et refusent de participer. Eh bien, cela aussi constitue un motif suffisant de demande d'AEMO ou de placement ou de prolongation de ceux-ci. Encore une fois, je vous parle en connaissance de cause. Si vous ne vous montrez pas docile, non seulement l'ASE préconise l'AEMO ou le placement de votre enfant, mais même le juge au cours de l'audience peut vous en menacer. Les travailleurs sociaux estiment que leur action est un bénéfice pour la famille dans laquelle ils interviennent, que la famille ait besoin d'eux ou pas. Ainsi, si les parents rejettent cette intervention, même à juste titre, et souvent à juste titre dans le cas des enfants porteurs de troubles de neurodéveloppement particulièrement, seule cette opposition est retenue. Les familles doivent se soumettre et subir pendant des années les visites, les questions, les intrusions, les audiences, même si elles n'en ont aucun besoin, ni elles, ni leur enfant. Je vous remercie de liker et de partager cette vidéo. Je vous remercie également de votre attention et de votre bienveillance et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.